Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture. Vous avez vu le titre 1984 de George Orwell. C'est un livre assez connu pour ma part, je ne l'ai jamais lu. A priori ça traite de Big Brother, de comment renverser Big Brother, mais bon celui-ci il veille comme on dit, donc ce n'est pas si simple. Et je crois qu'il y a une histoire, je suis pas sûr, hein, mais qu'il y a des choses, enfin les protagonismes viennent du futur et essaient de retourner dans le passé pour renverser justement ce système. Je ne suis pas sûr de tout ça, mais écoutez, il m'a été chaudement recommandé par une auditrice, et écoutez, apparemment il a fait aussi un carton, donc on va se le tenter, vous me direz vos avis, il y en a certainement qui le connaissent très bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire sans spoiler évidemment, et sans plus tarder, eh bien c'est parti pour le chapitre 1. C'est un jour d'avril, froid et lumineux, et les pendules sonnent 13 heures. Winston Smith, qui rentre le cou dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la résidence de la Victoire. Pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière gravillonneuse de s'engouffrer avec lui. Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaiser une affiche en couleur trop grande pour l'intérieur. Elle ne représente qu'un énorme visage de plus d'1 mètre de large, celui d'un bel homme de 45 ans environ, à l'épaisse moustache noire et au trait viril. Winston se dirige vers l'escalier. Il est inutile de chercher à prendre l'ascenseur qui fonctionne rarement, même en période faste, et en ce moment, le courant est coupé en plein jour par mesure d'économie à l'approche de la semaine de la haine. L'appartement est au 7e et Winston, qui a 39 ans et un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. À chaque palier, en face de la cage d'ascenseur, la face énorme sur l'affiche l'observe car c'est un de ces portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. Big Brother te regarde, dit la légende inscrite au-dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix gourmande dévie d'une liste de chiffres relatifs à la production de fonte. Elle émane d'une plaque de métal oblongue qui ressemble à un miroir terni et occupe une partie du mur de droite. Winston tourne le bouton. La voix décroît sans que les mots cessent d'être intelligibles. On peut mettre en sourdine l'appareil, le télécran, c'est son nom, mais pas l'éteindre. Il s'approche de la fenêtre, petite silhouette frêle dont le bleu de travail du parti ne fait que souligner la maigreur. Il est d'un blond pâle, le visage naturellement sanguin, la peau irritée par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui finit tout juste. Même fenêtre fermée, on sent qu'il fait froid dans le monde extérieur. En bas, dans la rue, des bouffées de vent font tourbillonner la poussière et les lambeaux de papier. Malgré le soleil éclatant et le ciel d'un bleu dur, on dirait que toute couleur s'est retirée sauf celle des affiches placardées partout. À tous les coins de rue, le visage a la moustache noire avec sa vision en surplomb. Il y en a un sur l'immeuble d'en face. Big Brother te regarde, dit la légende, et les yeux sombres plongent dans ceux de Winston. Dans un coin de la rue, une autre affiche dans un coin est déchirée claque irrégulièrement au vent, couvrant et découvrant ainsi le seul mot « Saucian ». Dans le lointain, un hélicoptère descend entre les toits. Il reste un instant en vol stationnaire, grosse mouche bleue qui repart comme une fusée sur sa trajectoire courbe. C'est une patrouille de police qui vient mettre son nez aux fenêtres, mais les patrouilles ce n'est pas grave. La grande affaire, c'est la manteau-police. Dans le dos de Winston, le télécran continue ses vocalises sur les chiffres de la fonte et le dépassement des objectifs du 9e plan triennal. L'appareil est tout à la fois émetteur et récepteur, et le moindre son émis par Winston, à l'exception du chuchotement le plus étouffé, est enregistré. En outre, tant qu'il reste dans le champ de la plaque de métal, il est visible en même temps qu'audible. À quelle fréquence et selon quel système la bandopolice se branche sur un individu donné relève de la spéculation. Il n'est pas exclu qu'elle surveille tout le monde, tout le temps. Une chose est sûre, elle peut se connecter sur chacun quand bon lui semble. Il faut donc vivre, et ainsi vit-on, l'habitude devenant une seconde nature, avec le présupposé que le moindre bruit sera surpris et le moindre geste, sauf dans le noir, scruté. Winston reste dos tourné au télécran, c'est plus prudent. Quoiqu'un dos même puisse en dire long, il en a conscience. À 1 kilomètre de là, le ministère de la Vérité, son lieu de travail, se dresse immense et blanc contre le paysage noir de suie. Telle est donc Londres, se dit-il avec un fond de dégoût.
Londres, la ville principale de la zone aérienne numéro 1, elle-même troisième province d'Océanie par sa population. Il fouille sa mémoire pour trouver un souvenir d'enfance qui lui indique si Londres a toujours présenté ce visage, si il y a toujours eu ces enfilades de maisons au XIXe siècle vermoulues, leurs flancs étayés par des madriers, les carreaux de leurs fenêtres remplacés par des cartons et leurs toits en tôle ondulés, leur jardin en délire aux murs de guingois qui s'écroulent. Sans oublier les secteurs bombardés où la poussière de plâtre tourbillonne et où l'herbe s'effiloche sur les gravats et les zones où les bombes ont dégagé un espace plus grand, investi par de sordides colonies de baraques en bois qu'on prendrait pour des poulaillers. Mais impossible de s'en souvenir. Il ne reste de son enfance, sinon une série de tableaux en lumière crue qui se déroulent sur une absence totale de fond, inintelligible pour la plupart. Le ministère de la Vérité, mini-vrai en néo-parlé, offre un contraste frappant avec toute construction alentour. C'est une colossale pyramide de béton blanc étincelant dont les degrés audacieux s'engagent jusqu'à 300 mètres dans les airs. D'où il se trouve, Winston parvient à lire en lettres élégantes sur sa façade blanche les 3 slogans du parti. Guerre est paix, liberté est servitude, ignorance est puissance. On dit que le ministère de la Vérité comporte 3000 salles en surface et des ramifications correspondantes en sous-sol. En d'autres points, de Londres se dressent 3 autres édifices analogues par la forme et la dimension si gigantesques qu'on les voit du toit de la résidence de la Victoire. Ils hébergent les 4 ministères qui se partagent l'appareil du gouvernement. Le ministère de la Vérité, qui s'occupe de l'information, des loisirs, de l'éducation et des beaux-arts, le ministère de la Paix, chargé de la guerre, le ministère de l'amour qui fait régner la loi et l'ordre, et le ministère de l'abondance qui gère les questions économiques, soit en néo-parlé, mini-vrai, mini-paix, mini-amour et mini-plein. Celui qui fait vraiment peur, c'est le ministère de l'amour. L'édifice n'a pas une seule fenêtre. Winston n'y est jamais entré et ne s'en est même jamais approché à moins de 500 mètres. On n'y a pas accès, sauf à y être appelé officiellement. Encore faut-il franchir un dédale de barbelés, des portes d'acier et des nids de mitrailleuses cachées. Dans les rues qui mènent à ces barrières extérieures, rôdent des gardes aux faciès de gorilles en uniforme noir, armés de matraques télescopiques. Winston se retourne brusquement. Il s'est fabriqué l'expression de sérénité et d'optimisme qu'il est plus sage d'arborer en face du téléécran. Il traverse la pièce pour aller dans la minuscule cuisine. En quittant le ministère, à cette heure-ci, il a sacrifié son déjeuner à la cantine tout en sachant pertinemment qu'il n'y a rien à manger chez lui, sinon un quignon de pain noir qu'il faut garder pour le petit déjeuner du lendemain. Il prend sur l'étagère une bouteille de liquide incolore dont l'étiquette blanche indique simplement « Gin de la Victoire » et qui exhale une odeur malsaine et grasse comme celle d'un alcool de riz chinois. Il s'en verse une pleine tasse, ou presque, se blinde au choc et la descend cul-sec, comme on avalerait un remède. Aussitôt son visage s'empourpre et ses yeux larmoient. De la nitroglycérine. Cette gnôle, un coup de trique sur la nuque. Cependant, la brûlure d'estomac passée, le monde lui paraît tout de suite plus accueillant. Il prend une cigarette du paquet froissé qui porte inscrit « Cigarette de la Victoire » et la tient étourdiment à la verticale, si bien que le tabac se répand par terre. Il a plus de chance avec la suivante. Il retourne dans le séjour et s'assied à une petite table à gauche du télécran. Il prend dans son tiroir un porte-plume, une bouteille d'encre et un gros livre de format in-quarto, dos rouge et couverture marbrée dont les pages sont vierges. Pour une raison ou pour une autre, le télécran du séjour occupe une position insolite. Au lieu d'être placé logiquement sur le mur du fond pour embrasser toute la pièce, il se trouve sur la longueur, face à la fenêtre. Tout à côté, le petit renfoncement où Winston vient de s'asseoir a sans doute été prévu lors de la construction pour loger une bibliothèque. Pourvu qu'il s'y tienne bien en retrait, Winston déjoue l'œil du télécran. On peut l'entendre, certes, mais pas le voir. C'est d'ailleurs en partie la configuration inhabituelle de la pièce qui lui a inspiré ce qu'il se prépare à faire. Mais c'est aussi le livre qu'il vient de sortir du tiroir, un livre particulièrement beau. Son papier lisse, de couleur crème, un peu jauni par le temps, est d'une qualité qu'on ne fabrique plus depuis au moins 40 ans. Du reste, le livre est sans doute bien plus ancien. Il l'a repéré en vitrine d'une petite brocante minable dans un quartier pouilleux, lequel il ne s'en souvient plus, et il a été saisi aussitôt par une envie impérieuse de le posséder.
Les membres du parti ne sont pas censés acheter dans les boutiques ordinaires, sur le marché libre comme on dit, mais la règle n'est pas appliquée strictement parce qu'il y a divers articles du type lacets de chaussures et lames de rasoir qu'on ne peut pas se procurer ailleurs. Après un regard furtif à droite, à gauche, il est entré discrètement dans la boutique et il l'a acheté 2,50 $. Sur le moment, il n'avait pas conscience de le réserver à un usage précis, mais il l'a emporté dans sa serviette avec un sentiment de culpabilité. Même sans rien d'écrit sur les pages, c'est un objet compromettant. Ce qu'il se prépare à faire, c'est commencer un journal. Ce n'est pas illégal, rien n'est illégal puisqu'il n'y a plus de loi, mais si cette activité était découverte, il y a tout lieu de croire qu'elle serait punie de mort ou d'au moins 25 ans de travaux forcés. Winston ajuste une plume au manche et la suce pour en éliminer la graisse. Instrument archaïque, la plume sert rarement même à signer, et il s'en est procuré quelques-unes avec difficulté en catimini, parce qu'il avait le sentiment que le beau papier crémeux méritait une vraie plume plutôt qu'un stylo à encre qui l'égratignerait. À vrai dire, il n'a pas l'habitude d'écrire à la main, sauf des notes très courtes, puisque d'ordinaire, tout passe par le parler-écrire, exclu en l'occurrence pour des raisons évidentes. Il trempe la plume dans l'encre et hésite une seconde, la peur au ventre. Marquer ce papier constitue un geste irrévocable. En petits caractères maladroits, il écrit « 4 avril 1984 ». Il se cale dans son siège, un sentiment d'impuissance totale s'abat sur lui. Pour commencer, il n'est même pas sûr d'être en 1984. C'est sans doute la date approximative, dans la mesure où il est à peu près certain d'avoir 39 ans et pense être né en 1944 ou 1945. Mais il est devenu impossible de préciser une date à 1 ou 2 ans près. Et pour qui l'écrit-il, ce journal, au fait ? Pour l'avenir, pour ceux à naître, sa pensée tourne au moment autour de la date problématique, puis se heurte au mot néo-parlé « double pensée ». Pour la première fois, la démesure de son entreprise lui apparaît. Comment communiquer avec l'avenir ? Impossible par définition, car de deux choses l'une, soit le futur ressemblera au présent et ne l'écoutera donc pas, soit il sera différent, auquel cas sa triste situation ne lui évoquera rien. Il contemple un moment le papier, le regard vide. Le télécran diffuse maintenant une musique militaire stridente. Chose curieuse, il a l'impression d'avoir perdu toute capacité à s'exprimer et, pire encore, d'avoir oublié ce qu'il avait l'intention de dire. Ce moment, il s'y prépare depuis des semaines et il ne lui est pas venu à l'esprit qu'il requérait autre chose que du courage. Écrire doit être facile en soi. Il lui suffirait en effet de transférer sur le papier l'interminable monologue tourmenté qui court dans sa tête depuis littéralement des années. Cependant, en cet instant, ce monologue lui-même s'est tari. Qui plus est, son ulcère variqueux commence à le démanger de manière insupportable. Il n'ose pas le gratter de peur de l'enflammer. Les secondes s'égrènent. Il perd toute sensation, sinon celle de la page blanche devant lui, de la peau qui le démange au-dessus de la cheville, de la musique qui lui casse les oreilles et de la légère griserie causée par le gin. Tout à coup, il se met à écrire sous l'effet de la panique, sans savoir exactement ce qu'il couche sur le papier. Son écriture serrée, quoique enfantine, gondole sur la page, défaussée des majuscules tout d'abord et des points ensuite. 4 avril 1984. Hier soir, au ciné, rien que des films de guerre. Un fameux qui montre un bateau de réfugiés bombardé quelque part en Méditerranée. Public hilar devant les plans d'un gros type à la nage qui essaie de s'enfuir poursuivi par un hélicoptère. On le voit d'abord se rouler dans l'eau comme un marsouin, puis il est filmé à travers le viseur de l'hélico qui le crible de balles. La mer rosit autour de lui et il finit par couler à pic comme s'il avait pris l'eau par tous ses trous. Public hurle de rire. Ensuite apparaît un canot de sauvetage plein d'enfants avec un hélicoptère au-dessus, une femme entre deux âges à la proue, peut-être juive, avec un petit garçon d'environ 3 ans dans les bras. Il hurle de terreur et se cache la tête contre sa poitrine comme pour y entrer tout entier. Elle le serre pour le réconforter, bien qu'elle ait une peur bleue elle-même, elle l'enveloppe de ses bras comme pour faire écran ovale. C'est là que l'hélico largue une bombe de 20 kilos sur eux, éclair terrible, le canot vole en éclats, plan extraordinaire sur un bras d'enfant qui fuse dans les airs. Il faut croire qu'il y avait une caméra fixée au nez de l'appareil pour le suivre. Tonnerre d'applaudissements au niveau des sièges réservés aux partis, mais dans la zone des prolos, une femme s'est mise à faire scandale en braillant son nom. Quand même, faut pas faire ça
aux gosses, c'est dégueulasse, pas devant les gosses, tant et si bien que la police a dû la sortir. Je pense pas qu'elle ait été inquiétée, tout le monde s'en fout de ce que disent les prolos d'ailleurs. C'est une réaction typique chez eux, jamais il cesse d'écrire. En partie parce qu'il ressent une crampe. Il se demande ce qui lui a pris de déverser un pareil torrent de sornettes. Chose curieuse, pendant qu'il écrivait, un souvenir d'un tout autre ordre lui est clairement revenu, au point qu'il se sent presque d'attaque pour le coucher sous le papier. Du reste, il le comprend à présent, c'est cet incident précis qui l'a décidé à rentrer chez lui, toutes affaires cessantes, et à entamer le journal. Il s'est produit le matin même au ministère, si l'on peut considérer que quelque chose d'aussi impalpable s'est effectivement produit. Il était presque 11 heures et au service des archives où il travaille, on traînait les chaises des cabines pour les regrouper au centre du hall face au grand télécran en prévision des 2 minutes de haine. Il était en train de prendre place dans l'une des rangées au milieu lorsque 2 personnes qu'il connaît de vue sans leur avoir jamais parlé sont entrées inopinément. L'une des 2 est une fille qu'il croise souvent dans les couloirs. Il ne sait pas comment elle s'appelle, mais il sait qu'elle travaille au service littérature. Il l'a souvent vue avec une clé anglaise entre ses mains poisseuses de cambouis. Sans doute est-elle mécanicienne sur machine à roman. C'est une fille aux allures hardies, qui peut avoir dans les 27 ans une opulente chevelure brune, des taches de rousseur, des gestes vifs de sportive. Autour de la taille de son uniforme bleu s'enroule plusieurs fois la fine ceinture rouge vif, emblème des jeunesses antisexes, juste assez serrée pour mettre en valeur la rondeur de ses hanches. Cette fille lui a déplu dès le premier regard, et il sait pourquoi. Elle charrie avec elle une atmosphère de terrain de hockey, de bain froid, de randonnée communautaire et d'hygiénisme. Presque toutes les femmes lui déplaisent d'ailleurs, surtout quand elles sont jeunes et jolies. Ce sont toujours les femmes, les jeunes en particulier, les plus farouches adhérentes du parti, elles qui avalent tous les slogans, les espionnes amateurs acharnées à débusquer les manquements à l'orthodoxie. Or, celle-ci lui paraît singulièrement redoutable. Alors qu'ils se croisent dans un couloir, elle lui a lancé un bref regard de côté qui semblait le percer à jour et l'a jeté un instant dans une terreur noire. L'idée l'a même traversé qu'elle puisse être une agente de la Mantopolis. Peu probable, certes, tout de même, mais il continue d'éprouver un malaise caractéristique fait de peur et d'hostilité chaque fois qu'elle se trouve dans les parages. L'autre se nomme O'Brien. C'est un membre du parti intérieur. Il occupe un poste si important dans les hautes sphères que Winston n'a qu'une vague idée de sa nature. Un instant, le groupe qui entourait les chaises a baissé la voix en reconnaissant la combinaison noire d'un membre du parti intérieur. O'Brien est un grand gaillard, au cou de taureau, doté d'un visage brutal et grossier sous lequel perce l'humour. Malgré sa physionomie intimidante, il n'est pas dépourvu de charme dans ses manières. Il a une façon d'ajuster ses lunettes sur son nez qui est singulièrement désarmante, singulièrement civilisée dans son genre. Si ses références avaient encore cours, le geste évoquerait un gentilhomme du XVIIIe siècle offrant sa tabatière. Winston a dû voir O'Brien peut-être une 12aine de fois dans sa vie à raison d'une par an. L'homme l'attire profondément, pas tant parce qu'il l'intrigue par le contraste entre ses manières urbaines et son physique de boxeur, mais surtout parce qu'il croit en secret, voire espère tout simplement, qu'il n'est pas d'une orthodoxie politique à toute épreuve. Quelque chose dans son visage le lui suggère irrésistiblement. Et, là encore, il ne s'agit peut-être pas tant de déviance éventuelle que de simple intelligence. Quoi qu'il en soit, il offre l'apparence de quelqu'un à qui on aimerait parler si on parvenait à ruser le télécran pour se trouver en tête-à-tête avec lui. Winston n'a jamais fait le moindre effort pour vérifier cette hypothèse. Comment le pourrait-il ? C'est alors qu'O'Brien, ayant jeté un coup d'œil à sa montre, a vu qu'il était presque 11 heures et a manifestement décidé de rester jusqu'à la fin des 2 minutes de haine. Il a pris une chaise dans la même rangée que Winston, 2 places plus loin. Entre eux s'était assise une petite femme aux cheveux blonds roux qui travaille dans la cabine voisine de celle de Winston. Quant à la brune, elle se trouve juste derrière eux. Aussitôt, un grincement de mécanique monstrueuse au rouage mal huilé a crevé le grand télécran au fond de la pièce. Un bruit à mettre les nerfs à vif, à hérisser les cheveux de la nuque. La haine venait de commencer. Comme d'habitude, le visage d'Emmanuel Goldstein, l'ennemi du peuple, a surgi sur l'écran. Coup de sifflet dans le public. La petite femme rousse a poussé un couinement où la peur le disputait au dégoût. Goldstein, c'est le renégat, l'apostat qui, il y a longtemps, quant au juste
qui s'en souvient, comptait parmi les leaders du parti, presque à l'égal de Big Brother lui-même. Mais il s'est fourvoyé dans des activités contre-révolutionnaires qui lui ont valu d'être condamné à mort, et après s'être mystérieusement évadé, il a disparu. Les programmes des 2 minutes de haine varient d'un jour sur l'autre, mais il n'y en a aucun dont il ne soit la figure centrale. C'est le traître originel, celui qui a le premier souillé la pureté du parti. Tous les crimes ultérieurs contre le parti, les trahisons, les sabotages, les hérésies, les déviances, procèdent de son enseignement. Il est toujours vivant et ourdit ses complots dans un coin de la planète. Outre-mer, peut-être, sous la protection de ses commanditeurs étrangers, voire, le bruit en cours aussi, bien caché en Océanie même. Winston a senti son diaphragme se contracter. Il ne voit jamais le visage de Goldstein sans émotion contradictoire jusqu'au malaise. C'est un visage émacié de juif, auréolé de cheveux blancs mousseux avec un petit bouc. Un visage intelligent et pourtant foncièrement méprisable, avec une bêtise sénile dans ce long nez effilé au bout duquel sont perchées les lunettes. On dirait une face de mouton, et d'ailleurs, il a une voix bêlante. Il était en train de prononcer sa sempiternelle diatribe contre ces doctrines du parti. Une diatribe si outrancière, d'une mauvaise foi si flagrante, qu'elle ne tromperait pas un enfant, et pourtant assez plausible pour qu'on s'alarme à l'idée que d'autres, à la tête moins solide, puissent s'y laisser prendre. Il insultait Big Brother, dénonçait la dictature du parti, il exigeait que soit immédiatement signée la paix avec l'Eurasie. Il revendiquait la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté de penser. Il piaillait d'une voix hystérique, affirmant que la révolution avait été trahie. Véritable parodie du style des tribuns du parti, son discours crépitait, truffé de mots tiroirs et même plus riche que les leurs de vocables en néo-parlé. Et pendant ce temps-là, pour le cas où l'on aurait douté de la réalité que couvraient ces élucubrations spécieuses, on voyait dans son dos s'avancer les colonnes sans nombre de l'armée eurasienne, les rangées inépuisables d'hommes massifs au visage asiatique impénétrable qui déferlaient sur l'écran pour disparaître, aussitôt remplacés par d'autres. Sur le piétinement sourd et cadencé de leurs bottes se détachaient les bêlements de Goldstein. Il n'a pas fallu 30 secondes pour que la moitié de l'assistance commence à cracher sa rage. La face de mouton autosatisfaite, superposée à la puissance terrifiante de l'armée eurasienne, était insupportable. Du reste, l'image, voire la simple idée de Goldstein déchaîne automatiquement la peur et la colère. Il fait un objet de haine plus constant que l'Eurasie ou l'Estasie dans la mesure où, lorsque l'Océanie est en guerre avec l'une, elle fait la paix avec l'autre. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce Goldstein, honni et méprisé de tous, ce Goldstein dont les théories sont quotidiennement réfutées, battues en brèche, ridiculisées et présentées au public pour les pitoyables inepties qu'elles sont, et cela 1000 fois par jour, sur les estrades, les télécrans, dans les journaux, dans les livres, ce Goldstein semble ne jamais perdre son influence. Il se trouve toujours de nouvelles dupes pour se laisser séduire. Et pas un jour ne passe sans que des espions et des saboteurs agissant sur ses instructions ne soient démasqués par la Mantopolis. Il est le chef d'une vaste armée des ombres, d'un réseau clandestin de conspirateurs bien déterminés à renverser l'État et qui s'appellerait la Fraternité. On chuchote aussi que circule sous le manteau un livre maudit, condensé de toutes les hérésies dont il est l'auteur. C'est un livre sans titre. Quand on en parle, ce qui est rare, on dit « le livre ». Mais ce ne sont que des rumeurs, et un simple membre du parti n'aborde jamais le sujet s'il peut l'éviter. Pendant la seconde minute, la haine est entrée dans une phase frénétique. Les gens se sont mis à sauter sur place et à hurler à tue-tête pour tenter de couvrir cette voix exaspérante qui provenait de l'écran. Les joues de la petite rousse avaient viré au rose vif. Elle ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Les traits lourds d'Aubrien, lui-même, s'étaient empourprés. Il était assis bien droit sur son siège et sa poitrine puissante se gonflait et frémissait comme s'il se préparait à affronter une vague. Derrière Winston, la brune s'est mise à crier « Espèce de porc! Espèce de porc !» Tout à coup, elle s'est emparée d'un gros dictionnaire de néo-parlé et l'a catapulté contre l'écran où il a rebondi sur le nez de Goldstein. La voix poursuivait, imperturbable. Dans un éclair de lucidité, Winston s'est surpris à brailler avec les autres et à cogner le barreau de sa chaise du talon. Le plus atroce dans ces 2 minutes de haine, ce n'est pas qu'on soit obligé d'y participer, mais tout au contraire qu'on ne puisse s'empêcher d'y adhérer.
Au bout de 30 secondes, plus besoin de faire semblant. Une extase abjecte où se mêlent la peur et la vindicte, un désir de tuer, de fracasser les crânes à coups de gourdin, semble parcourir le groupe comme un courant électrique et on se transforme à son corps, défendant en fou hurleur et grimaçant. Pourtant, cette rage est abstraite, c'est une émotion vacante, susceptible de passer d'un objet à l'autre, telle la flamme du chalumeau. C'est ainsi qu'il y a un moment où la haine de Winston ne se tourne pas contre Goldstein, mais à l'inverse, contre Big Brother, le parti et la Mantopolis. Dans ces instants, son cœur le porte vers l'hérétique solitaire et conspué, seul gardien de la vérité et de la santé mentale dans un univers de mensonges. Et pourtant, 1 minute plus tard, il est à l'unisson de ces gens et prend pour argent comptant tout ce qui est dit de Goldstein. Alors, sa haine secrète de Big Brother se mue en adoration et il croit le voir se dresser invincible et ignorant la peur, solide comme un roc contre les hordes asiates. Goldstein, tout isolé qu'il est, sans défense, lui semble un sorcier maléfique, capable de faire sauter les structures de la civilisation par le seul pouvoir de sa voix. Quelquefois, il lui est même possible de rediriger sa haine par un sursaut de volonté. C'est ainsi qu'au prix de l'effort violent avec lequel on s'arrache à l'oreiller pour échapper à un cauchemar, il est parvenu à transférer sa détestation de la face sur l'écran à la fille brune derrière lui. D'intenses, somptueuses hallucinations lui traversaient la cervelle. Il la cognerait à mort à coups de matraque. Il l'arracherait nue à un poteau, il la criblerait de flèches tel un Saint-Sébastien. Il la violerait en l'égorgeant à l'instant de l'orgasme. Il a compris mieux que jamais pourquoi il la hait. Il la hait parce qu'elle est jeune et jolie et asexuée, parce qu'il a envie de coucher avec elle et n'y arrivera jamais, parce que autour de sa taille adorablement souple qui invite à l'enlacer, elle porte l'odieuse ceinture rouge, agressif, symbole de chasteté. La haine atteignait son paroxysme. La voix de Goldstein est devenue un vrai bêlement et son visage une face de mouton. Puis, ce visage lui-même s'est fondé en celui d'un soldat eurasien en marche, immense et terrifiant, mitraillette rugissante. On aurait dit qu'il allait crever l'écran, au point que les spectateurs du premier rang ont eu un mouvement de recul sur leur siège. Mais au même moment, soupir de soulagement général. La figure hostile s'est muée en celle de Big Brother avec ses cheveux bruns et sa moustache noire, sa puissance et son calme mystérieux, si vaste qu'elle remplissait presque le cadre. Personne n'entendait ce que Big Brother disait. Quelques mots d'encouragement, de ceux qu'on prononce dans le fracas de la bataille et qui, sans qu'on en distingue le sens précis, ramènent la confiance par le seul fait d'être prononcés. Puis, l'effigie s'est estompée à son tour pour faire face au slogan du parti en majuscule et en gras. Guerre et paix, liberté et servitude, ignorance et puissance. Mais le visage de Big Brother est resté à l'image encore quelques secondes comme une rémanence rétinienne sur toutes les pupilles. La petite rousse s'était jetée sur le dossier de la chaise devant elle, avec un murmure tremblant qui semblait dire « Mon sauveur !» Elle a tendu les bras vers l'écran, puis caché son visage dans ses mains. De toute évidence, elle priait. Alors tout le groupe s'est mis à psalmodier lentement d'une seule voix profonde « B, 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 B », répété indéfiniment au ralenti avec une longue pause entre les deux B. Buissement curieusement primitif à l'arrière-plan duquel on aurait cru entendre un martèlement de pieds nus et des roulements de tam-tam. Ils ont psalmodié ainsi au moins 30 secondes. C'est un refrain qui montre souvent dans les moments d'émotion violente. C'est un peu un hymne à la sagesse et à la majesté de Big Brother, mais c'est surtout un moyen de s'hypnotiser, de noyer sa conscience par le bruit cadencé. Winston a senti ses entrailles se glacer. Lors des 2 minutes de haine, il ne peut s'empêcher de partager le délire général, mais cette mélopée indigne de l'humain l'emplit d'horreur. Certes, il a chanté comme les autres, comment faire autrement? Dissimuler ses sentiments, contrôler l'expression de son visage, se conduire comme tout le monde, l'instinct le lui dicte. Mais il y a eu un laps de 2 secondes peut-être où son regard aurait pu le trahir. Et c'est précisément à cet instant que le phénomène remarquable s'est produit, s'il s'est effectivement produit. Il l'a croisé, le regard d'Aubrien. L'homme s'était levé, il avait retiré ses lunettes et il était en train de les repositionner sur son nez avec ce geste qui lui est caractéristique. Mais pendant une fraction de seconde, ils ont échangé un regard et dans le même temps, Winston a deviné, et il en est certain, qu'Aubrien pensait comme lui. Un message clair venait de passer. On aurait cru que leurs esprits s'étaient ouverts et que les pensées de l'un coulaient vers l'autre par leurs yeux. « Je suis avec toi,
semblait lui dire O'Brien. « Je suis exactement ce que tu éprouves, je connais ton mépris, ta haine, ton dégoût, mais sois tranquille, je suis de ton côté. » Là-dessus, l'éclair d'intelligence s'est éteint et le visage d'O'Brien est redevenu aussi impénétrable que celui des autres. Rien de plus, et Winston n'est déjà plus très sûr que la chose ait eu lieu. Ces incidents n'ont jamais de suite, ils ne font que le maintenir dans l'idée ou l'espoir qu'il n'est pas le seul ennemi du parti. Peut-être ces rumeurs de vastes complots sont-elles fondées après tout. Malgré les arrestations et les confessions sans fin, impossible de savoir si la fraternité est autre chose qu'un mythe. Certains jours il y croit, d'autres pas. Il n'a jamais eu aucune preuve de son existence, mais seulement des images entrevues, des bribes de conversations surprises, des graffitis qui s'effacent dans les toilettes, et, une fois, il a été témoin de rencontres éclairs entre deux inconnus, d'un petit geste de la main qui pouvait s'interpréter comme un signe de reconnaissance. Pure spéculation, œuvre de son imagination sans doute, il est retourné à sa cabine sans regarder O'Brien. L'idée de poursuivre leur contact furtif ne lui a guère traversé l'esprit. Ça aurait été follement dangereux quand bien même il aurait su s'y prendre. L'espace d'une ou deux secondes, ils ont échangé un regard ambigu, point final. Mais il n'en faut pas plus pour constituer un événement mémorable dans la solitude carcérale qui est son lot. Winston se ressaisit et se redresse sur son siège. Il lâche un rot. Il a des renvois de gin. Sa vision se met au net sur la page pendant que ses pensées vagabondaient. Il a dû écrire comme sous l'effet d'un automatisme. Fini les pattes de mouche maladroites. Sa plume a glissé avec volupté sur le papier, lisse, traçant les grandes majuscules lisibles. À bas Big Brother, à bas Big Brother, à bas Big Brother, à bas Big Brother. Ainsi de suite, sur une demi-page. Il ne peut réprimer un pincement de panique, d'ailleurs absurde, puisque ces mots ne sont pas plus dangereux que le simple acte d'entreprendre un journal. Un instant, il est tout de même tenté de déchirer les pages ainsi gâchées et d'abandonner son projet. Il n'en fait rien cependant, il sait que c'est inutile. Qu'il écrive à Big Brother ou qu'il s'en abstienne, aucune différence. Qu'il poursuive ce journal ou qu'il arrête, aucune différence. Quoi qu'il fasse, la Mantopolis finira par l'avoir. Il a commis, et aurait commis quand bien même, il n'aurait jamais pris la plume, le crime essentiel, celui qui englobe tous les autres. Le mantocrime, c'est son nom, le crime de penser. On ne le cache pas indéfiniment. On peut louvoyer un certain temps, des années parfois, mais tôt ou tard, on se fait coincer, c'est couru d'avance. Ça se passe toujours la nuit, les arrestations ont invariablement lieu la nuit. C'est le réveil en sursaut, les mains rudes qui te secouent par les épaules, les lampes de poche qui t'éblouissent, le cercle de visage dur autour du lit. Dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a pas de procès, l'arrestation n'est même pas rendue publique, les gens disparaissent, toujours la nuit, et voilà. Ton nom sort des registres, toute trace de ce que tu as fait est effacée. Ton existence est niée puis oubliée. Tu es aboli, annihilé, vaporisé, c'est le terme. Un instant, il cède à l'hystérie. Il se met à écrire d'une main négligée, à toute vitesse. Ils vont me mettre une balle, je m'en fous, ils vont me mettre une balle dans la nuque, je m'en fous, à bas Big Brother, ils tirent toujours dans la nuque, je m'en fous, à bas Big Brother. Il se cale dans son siège, un peu honteux, et repose le porte-plume. Aussitôt, il sursaute violemment. On a frappé. Déjà ? Il ne bouge ni pied ni patte dans le vain espoir que l'inconnu derrière la porte se découragera après sa première tentative. Mais non, on frappe de nouveau. Surtout, ne pas faire attendre. Son cœur bat à se rompre, mais, fruit d'une longue habitude, son visage est sans doute impassible. Il se lève et se dirige lourdement vers la porte. C'est la fin de notre lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. On y voit plus clair, ça y est, on voit où ça se dessine très bien. Du coup, on suit les aventures de Winston, qui fait partie d'une certaine fratrie, qui Big Brother, donc voilà, qui contrôle tout, qui sait tout, qui voit tout. Et a priori, il se refuse quand même de sombrer à ça. Il veut peut-être rejoindre, je pense, la fraternité plus tard, non ? Ça va être un peu dessiné comme ça, ils vont combattre tout ça. Nous verrons bien à la suite de notre lecture. En tout cas, j'aime bien, ça part bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était plutôt agréable à lire en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée, une belle nuit si tel est le cas, et je vous dis à très vite pour la suite de notre lecture. À bientôt.